sais pas si ça marche. Bonjour. On va vous laisser le temps d'arriver. Je ne sais pas si des gens sont déjà là. Bonjour Nanou, bonjour Elisa, bonjour Hello. Voilà, je vais vous laisser un peu le temps d'arriver. Et on va pouvoir un petit peu commencer à discuter. Dites-moi si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien. Bonjour Jean. Ça marche, vous m'entendez bien? Oui, ça marche. Bonjour Kamel, comment ça va? Bonjour Lucho. Ça marche. Bon, allez, parfait. Donc on va commencer. Bonjour Aurélien. Bonjour aux copains du 11-12. Bonjour Elisa. J'espère que tout le monde va bien. Bravo pour tout ce que vous faites dans le 11-12. J'ai regardé ce que vous faisiez. J'avais dit 18h vendredi. Non, j'avais dit 17h jeudi, mais la prochaine fois, si vous préférez, on pourra faire ça le vendredi, peut-être à 18h. Bonjour Cyril. Ça va Lucho et toi? Tout le monde va bien? Bonjour Lily. Bon, j'avais dit mardi, pardon. J'avais pas dit jeudi, j'avais dit mardi. Bonjour Eric. Et bonjour Louisa. Oui, j'avais dit mardi parce que j'avais dans un premier temps imaginé que le maire de Marseille ben, se conformerait à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire faisant une commission de crise, on la réunirait le plus souvent possible pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir avancer à la fois sur les dossiers qui étaient en route, pour pouvoir à la fois discuter des décisions qu'on avait pu prendre ou pas et de regarder comment est-ce qu'on pouvait faire avancer tout ça. Bon, il a décidé de ne pas faire de réunion aujourd'hui. Je lui ai donc écrit un courrier hier lui demandant de faire une réunion jeudi. Je crois savoir qu'il va faire une réunion jeudi. Jeudi à 11h, on devrait donc faire cette commission de crise pour continuer d'avancer. Je veux voir exactement où on en est. Vous savez qu'on a fait un certain nombre de propositions, que j'ai fait un certain nombre de propositions. Je voulais profiter de venir vers vous pour justement vous parler de cette réunion de crise de jeudi, vous dire à la fois ce que je vais dire, vous réexpliquer les propositions que j'ai faites la semaine dernière et celles que je vais faire bien évidemment jeudi, mais voir aussi avec vous pour que vous puissiez me faire remonter ce que vous ressentez, les propositions que je pourrais faire, les propositions qui pourraient être pertinentes. On pourra discuter de tout dans ce live, on discute de tout bien évidemment, de la commission de crise de la ville de Marseille, des décisions qui sont prises ou pas prises d'ailleurs par les collectivités et par l'État. On n'a d'ailleurs pas parlé d'un grand absent dans cette histoire, c'est l'État. Vous le savez, moi je considère que c'est d'abord à l'État de poser le cadre, que c'est d'abord à l'État, puisque c'est ce qui fait notre commun, de poser les fondations. Et j'estime que dans cette histoire-là, ils sont trop absents. Non pas parce qu'ils ont décidé d'être absents, mais parce que les relations entre les collectivités et l'État ne sont pas au beau fixe, ne sont pas intéressantes et me paraissent ne pas être pertinentes dans cette période. Et puis on parlera aussi, si vous voulez, bien évidemment des annonces qui ont été faites par le chef de l'État hier, et notamment la question du déconfinement du 11 mai, du déconfinement très progressif, et évidemment du fait qu'on réouvre probablement les écoles le 11 mai. Vous savez que pour réouvrir les écoles le 11 mai, il faudra qu'on ait atteint plusieurs conditions. Il faudra qu'on puisse avoir des masques, même si je trouve que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas été clair du tout autour de cette question, puisqu'il a déclaré à midi que c'était une question qui était à l'étude. J'aurais préféré que l'étude ait été faite avant et qu'on sache ou pas si les enseignants doivent porter des masques. Et vous savez que pour ma part, j'ai l'absolue conviction qu'on a besoin de doter en masques toutes celles et tous ceux qui vont reprendre le travail. Et donc, ce qui veut donc dire que l'éducation nationale, c'est pas forcément poser la question de savoir si on aurait des masques ou pas. Évidemment, se poser la question des tests sérologiques, des tests, pour savoir si oui ou non on a testé la population pour qu'on puisse faire retourner nos enfants. Ciao Stéphanie, pour qu'on puisse faire retourner nos enfants à l'école. Donc, dans un premier temps, si vous le voulez, on peut passer aux questions où je peux peut-être entamer avec vous le débat sur ce que je souhaite à nouveau redire à la commission. C'est peut-être comme ça que je vais faire, comme je vous l'ai dit la semaine dernière.
Ce qui me paraît vital quand on a en charge un territoire aussi vaste, aussi compliqué et aussi fragile que le nôtre, c'est de mettre tout en perspective. On traverse, vous le savez, une crise sanitaire qui amène une triple crise derrière elle. Une crise sanitaire qui amène une crise sociale qui risque d'être amplifiée dans les semaines qui viennent par la crise économique qu'on va traverser, mais aussi une crise de l'éducation. Pour la crise sanitaire, on en a déjà parlé, je me suis déjà exprimé autour de cette question, je ne vois rien venir et je suis très inquiet sur cette question. Je vous avais dit la semaine dernière qu'une des décisions qui avait été prise par la présidente de la métropole et du département et par le maire de Marseille, c'était le stock stratégique de 20 millions de masques. Pourquoi 20 millions de masques? Parce que vous le savez, par décret gouvernemental, chaque collectivité a la possibilité d'acheter 5 millions de masques. Il se trouve que nous, on a le département qui va en acheter 6 millions parce qu'il avait déjà fait une réserve d'1 million. Donc 5 millions le département, 5 millions la région, 5 millions la ville de Marseille, 5 millions la métropole, donc 21 millions de masques qui nous permettent de fabriquer le stock stratégique. Aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et je trouve qu'on a perdu trop de temps. Entre jeudi et aujourd'hui, 5 jours se sont passés et on n'a pas avancé autour de la question du stock stratégique. J'ai quand même l'impression que les collectivités ne veulent pas mettre des moyens en commun. J'ai quand même l'impression que les collectivités ont fait le choix à chacune de conserver leur stock pour faire des effets d'annonce. Si c'est ça, alors on aura affaire à des collectivités irresponsables. Comme je leur ai dit et comme je leur redirai, votre responsabilité, ça n'est pas de faire de la politique. Votre responsabilité, ça n'est pas de faire de la communication. Votre responsabilité, ça n'est pas d'être de droite ou de gauche. En l'état, votre responsabilité, c'est la santé des gens. On l'a tous compris pour pouvoir être correctement déconfinés. Le 11 mai, on aura besoin de doter les soignants, bien évidemment, mais celles et ceux qui vont reprendre le travail de masques. Et donc, les 20 millions de masques, on aura besoin d'en définir la distribution. Par qui on commence? Comment est-ce qu'on le fait? Qui se charge de le faire? Toutes ces questions-là, elles sont encore sur la table. On les a posées jeudi, je les ai posées jeudi et j'ai, au moment où je vous parle, aucune réponse. De la même manière, on a parlé des tests. Vous vous souvenez qu'on s'était dit et qu'on s'est dit que premier territoire de France testé, premier territoire du monde testé, plus de 60 000 tests, plus de 60 000 PCR faites aujourd'hui à l'IHU. Il faut aller plus loin, bien évidemment. On a compris que les pays qui se sortaient de la crise, les pays qui réussissaient à faire baisser, et bien évidemment, le nombre de contaminations, à faire baisser la charge virale collective, ce sont les pays, bien évidemment, qui sont dotés en masques, mais les pays qui testent. Parce que tester, ça permet de confiner avec beaucoup d'intelligence et ça permet aux autorités sanitaires de savoir exactement où on en est. Donc aller plus loin dans les tests. Pourquoi? Parce que aussi les gens sont demandeurs. Des gens qui ont des symptômes, des gens qui se sentent fatigués, veulent et ont besoin de savoir. Et encore une fois, c'est une nécessité sociale. Plus encore qu'une nécessité scientifique, c'est ce qui fabrique notre commun. Celles et ceux qui considèrent ou qui pensent ou qui ont un doute sur le fait d'être ou pas porteurs du virus doivent pouvoir être testés. Et donc aujourd'hui, on a des laboratoires privés qui le font sur prescription médicale. On a bien évidemment le laboratoire départemental qui va fabriquer son drive et il va falloir aller plus loin. Aujourd'hui, le laboratoire nous dit être à 15% de sa capacité, ce qui veut donc dire qu'on peut encore accroître de plusieurs centaines de tests par semaine la capacité de tests du laboratoire départemental. On a l'IHU qui est très haute elle aussi sur sa limite mais qui peut encore monter et donc il faut aller plus loin. Il faut permettre à la population d'être testée arrondissement par arrondissement. Donc je vais parler du stock, bien évidemment du stock stratégique. Je vais parler des tests par arrondissement mais bien évidemment on va encore aller plus loin. Par exemple, il faut qu'avec les endroits de test, les lieux de test, les bâtiments qui vont être mis à la disposition de ces laboratoires privés et publics. Et je vous rappelle que pour les laboratoires privés qui vont venir et qui sont candidats pour venir tester, ils prennent tous et ils ont pris l'engagement, bien évidemment, de rembourser dès le premier euro de bénéfice la collectivité ou de reverser
en intégralité à des associations à partir du moment où ils font des bénéfices. Je trouve que c'est plutôt bien. C'est bien de le faire et c'est pour ça que je voulais vous le dire. Je pense que c'est un geste bien évidemment normal, mais c'est un geste à saluer. Il y a des gens qui, dans la période, considèrent qu'ils peuvent gagner de l'argent et qui se jettent bien évidemment dans les brèches, ce que font les laboratoires. C'est plutôt bien. Bien évidemment, qu'est-ce qui manque aussi quand je discute avec vous? C'est la question de l'information. Le maire de Marseille a mis un numéro vert à la disposition des Marseillaises et des Marseillais. Allô, Marseille Covid-19, ça ne suffit pas. Il nous faut bien évidemment un site internet qui regroupe toutes les actions, toutes les possibilités, tous les lieux dans lesquels on a besoin de se rendre, les commerces qui peuvent délivrer des attestations, dans les endroits où on peut aller chercher des attestations, les pharmacies qui sont ouvertes, les pharmacies qui sont de garde, les laboratoires qui pratiquent des tests. Il faut demain, quand bien évidemment ces lieux seront ouverts aux Marseillais, pouvoir y aller, il nous faudra aussi avoir bien évidemment les adresses. Mais il y a aussi des personnes qui ont des pathologies, qui ont des handicaps, qui sont complètement perdus. On m'a dit hier, par exemple, que le standard de la MDPH était hors sol. Il ne fonctionne plus. Vous imaginez la détresse de ces familles qui sont des familles qui ont l'habitude d'être en relation avec la MDPH, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, il n'y a plus de lien avec la MDPH, ce qui est un vrai problème. Donc il faut centraliser l'information et rendre cette information. Et ça me paraît une nécessité. Faire, bien évidemment, un site internet. Je voulais aussi, et je vais aussi leur parler de la question de la propreté. La question de la propreté dans la ville, vous vous en êtes tous rendu compte. La collecte des déchets, la collecte des ordures, elle se fait plus ou moins bien, mais elle se fait. Elle se fait de manière erratique, elle ne se fait pas aux heures habituelles, mais les camions passent, les poubelles sont plus ou moins bien ramassées. Par contre, on a un sujet sur le nettoiement. Vous avez vu l'état des rues. Moi, je suis très inquiet sur l'état des rues. J'ai l'impression que les machines ne passent plus, que les karchers ne passent plus. Il faut bien évidemment mettre le paquet autour de cette question. Il faut exiger qu'on puisse bien évidemment nettoyer nos rues. On ne peut pas rester dans la deuxième ville de France dans cette situation. Il faut évidemment réouvrir les déchetteries. Je ne sais pas si vous imaginez, dans une période de crise sanitaire, avoir fermé les déchetteries, ce que je peux comprendre dans un premier temps. Dans un premier temps, on est frappé par la sidération du virus. Les autorités sont face à un virus qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, c'est normal. On laisse passer 2, 3, 4 jours et on se reprend. Et on regarde ce qui se passe. Et on se dit que la question sanitaire ne peut pas être mise de côté. Et donc, réouvrir les déchetteries, réouvrir au moins 2 déchetteries va permettre de désamorcer la pression qui est faite sur les containers parce qu'elle est insupportable et va permettre notamment aux gens qui peuvent le faire, qui sont en situation de le faire, de pouvoir amener à la déchetterie un certain nombre de choses qu'on n'a pas besoin de jeter dans la rue. Je ne sais pas si vous avez vu l'état des rues. Moi, je trouve des fers à repasser, des tables, des chaises, enfin, tout est à l'extérieur. C'est absolument pourri. On est dans des zones de non-droit et donc ça, c'est absolument plus possible d'accepter les déchets sauvages. Les gens en ont profité. On a l'impression qu'on est entré dans une zone de non-droit et ça, c'était pas acceptable. Enfin, et je vais m'arrêter là parce que je vais répondre à vos questions, revenir sur une proposition fondamentale qu'on a faite, qui est portée par le collectif des écoles, qui est portée par des bénévoles, qui est portée bien évidemment par les associations, par toutes celles et par tous ceux qui s'occupent des plus précaires, des plus humbles. C'est la question de la réouverture de la cuisine centrale. La cuisine centrale, c'est la Sodexo, on en a déjà parlé, vous le savez, elle fabrique à peu près 50 000 repas par jour, elle est fermée. J'ai demandé au maire de la réouvrir, il m'a dit « Ah mais c'est compliqué, tu comprends, juridiquement c'est difficile, techniquement c'est difficile, et puis sanitairement c'est difficile, puisqu'on est encadré par des lois. » Bien heureusement qu'on est encadré par des lois, bien heureusement qu'on est là régi par des règles, mais je crois que la décision politique, elle doit être centrale dans cette histoire-là. Et que comment on peut accepter aujourd'hui, dans cette situation, d'avoir des milliers de petits qui ne mangent pas à leur faim, des milliers de familles qui ne mangent pas à leur faim, parce qu'on ne prend pas une simple décision. Parce qu'on n'est pas capable de mettre autour de la table un certain nombre de gens, un certain nombre de personnes dont c'est le métier, parce qu'avec notre délégataire de service public, vous entendez bien ce mot, la Sodexo, nous on n'est pas simplement un client de la Sodexo, la ville de Marseille
On n'est pas un client et la Sodexo, ce n'est pas une entreprise avec qui on a des relations commerciales. La Sodexo, c'est notre délégataire de service public. Faire à manger aux petits, c'est un service public. On a considéré, il y a, je crois, 30 ans de ça qu'on n'était plus capable de le faire, c'est sous Vigouroux. On a fait une délégation de service public. On fait faire ça par une entreprise, mais ça doit nous appartenir jusqu'à la fin. Et moi, je n'accepte pas qu'au bout d'un mois de confinement, ça fait un mois aujourd'hui qu'on est confiné, on n'ait toujours rien fait pour ces petits. On sait que à la crise sociale est en train de s'ajouter une crise humanitaire, que les plus pauvres d'entre nous sont complètement abandonnés. On sait que l'histoire de la CAF avec les 100 euros avec qui on va donner aux gens qui aujourd'hui sont exemptés du paiement de la cantine ne suffira pas. Et donc je dis, je vais frapper un grand coup dans la commission, je ne vais pas me laisser faire et je n'accepterai pas que dans cette commission, on me réexplique une fois de plus ce que je sais déjà, c'est-à-dire que c'est difficile. Si c'était pas difficile, ça m'étonnerait. Si gérer la deuxième ville de France, c'était pas compliqué, je serais tombé des nues. Or, on sait tous que c'est compliqué. Mais là, il ne s'agit pas simplement de dire que c'est difficile en battant des bras, en disant, c'est habituel, comme d'habitude à Marseille, les choses ne se font pas. Voilà. Je l'ai dit au maire de Marseille, je lui ai réécrit dans le courrier que je lui ai envoyé hier. On lui redemande officiellement de réouvrir et d'ouvrir la cantine centrale. On lui demande de faire redémarrer la cuisine centrale à 10% de ses capacités et de le faire très vite. Et de le faire tout de suite. On sait que la cuisine peut réouvrir en quelques heures. Elle doit le faire. Donc on va passer un peu à vos questions si vous êtes d'accord. Vous me laissez juste boire un petit peu parce que j'arrive plus à vous parler sinon. Valérie, Mattei et le dépistage. Le dépistage, c'est ce qu'on disait. On a besoin d'être dépisté, on a besoin de tester la population pour savoir où elle en est. On a besoin de comprendre où est la population pour pouvoir être déconfiné assez clairement. Moi, je suis stupéfait d'entendre le président de la République, de regarder les autorités sanitaires, de ne pas avoir de contact finalement avec les autorités sanitaires, avec l'État, avec les collectivités territoriales. On est aujourd'hui le 14 avril, on nous dit qu'on va se déconfiner le 11 mai. On est à l'aveugle, on ne sait pas exactement où on en est. Pour pouvoir tester, il nous faut des lieux de test, il faut acheter des tests, il faut accroître les PCR, il faut se préparer à faire de la sérologie, on en a parlé la semaine dernière. Même si ce n'est pas la panacée, vous le savez, à terme, ce sont les tests sérologiques qui diront le plus précisément possible où est-ce qu'on en est de la charge virale. Parce que vous le savez, les PCR sont perfectibles, elles permettent évidemment d'avoir des trous dans la raquette et on considère aujourd'hui que les PCR nous donnent 30% de tests négatifs qui en réalité ne le seraient pas. Bien évidemment, dans ces 30% de négatifs, on ne sait absolument pas qui est passé entre les mailles du filet. Et donc on laisse penser à des gens à qui on dit qu'ils sont négatifs, alors qu'en réalité, ils sont positifs. Je vous laisse imaginer à quel point c'est extrêmement dangereux de dire à des gens qu'ils sont négatifs quand ils sont positifs. Des gens qui sont chargés de personnes à risque pensent qu'ils sont négatifs, alors qu'ils sont positifs, entrent en contact avec des gens qui sont potentiellement fragiles et peuvent les contaminer. Au-delà de ça, on sait qu'on se déconfinera à partir du moment où on aura une idée précise de qui est positif et de qui est négatif. Donc le dépistage est une question de santé publique. J'ai proposé la semaine dernière que le territoire soit le premier territoire de France en termes de tests sérologiques. Pourquoi ? Pas pour me faire scientifiquement plaisir, pas pour qu'on ait une médaille, pas pour qu'on puisse dire, comme certains le disent, on est le premier territoire testé au monde. C'est très bien. Pourquoi ça a un intérêt ? C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Ça a un intérêt d'abord social. Parce que plus vite on sera testé, plus on sera en capacité d'être déconfiné. Plus vite on sera déconfiné, plus évidemment on arrivera à atténuer la crise sanitaire, bien sûr, la crise sociale, la crise humanitaire, et puis bien évidemment la crise économique. Plus vite on reprendra une activité, plus vite les gens seront capables de retourner travailler, pour certains d'entre eux d'aller chercher du travail, plus vite on va pouvoir reprendre une activité normale, ce qui va permettre aux plus fragiles de supporter la crise. Donc quand je dis
qu'il faut qu'on soit le premier territoire en termes de tests sérologiques. Je ne cherche pas une médaille, je veux de l'efficacité stratégique pour mon territoire. Encore une fois, gouverner, c'est prévoir, sortir de ce marasme, sortir de cette crise sanitaire. Ça passe par de la prévoyance et de la stratégie, et donc, bien évidemment, par des tests sérologiques, bien évidemment multipliés, pour qu'on puisse savoir exactement où on va. Ensuite, excusez-moi. Les tests, je suis d'accord, mais 25 € les tests, alors que certains n'ont même pas les moyens d'avancer les frais médicaux, ça me paraît cher. Oui, bien évidemment, de toute façon, les tests, il va falloir là, les ouvrir au plus grand nombre et faire en sorte que les personnes qui ne peuvent pas payer les tests, c'est-à-dire les personnes qui sont en incapacité de les avancer, et c'est ce qu'on a demandé dans les centres de dépistage, c'est que les tests soient gratuits. Vous imaginez une personne qui ne se ferait pas tester parce qu'elle ne peut pas payer le test, c'est juste de la folie. On ne va pas rentrer dans le débat, mais vous vous souvenez de celles et ceux qui ne voulaient pas qu'on puisse soigner les gens les plus pauvres, et notamment les migrants. Le faire, ça pourrait au moins relever d'un égoïsme pour ces personnes, parce que c'est ce qui permet de préserver notre santé. Avoir sur le territoire national en bonne santé, c'est ce qui permet au plus grand nombre d'être en bonne santé. Et donc, c'est une question de santé publique. Bien évidemment, on doit d'abord et en premier lieu tester celles et ceux qui sont malades, celles et ceux qui ont des symptômes, mais on doit tester tout le monde, quels que soient les résultats, quels que soient bien évidemment leurs moyens. Il est hors de question de dire à quelqu'un on ne te teste pas parce que tu n'as pas les 25 €. Frédéric Lani me pose une question. Qu'en est-il du bateau Corsica Linea? C'est incompréhensible. Moi aussi, pas d'arrêté obligeant les géants du supermarché à fournir du gel à l'entrée. Pour Corsica Linea, j'ai écrit au directeur général. Vous regarderez, je vous ai mis en ligne dimanche le courrier que je lui ai fait. Vous savez que dans le Daniel Casanova, quelques dizaines de marins sont à quai, sont logés dans le Daniel Casanova. Moi, j'ai aucun problème. Il faut pouvoir loger les marins. Il faut qu'ils puissent être logés. Pour certains d'entre eux, ils sont loin de leur famille. Certains vivent et habitent en Corse. Certains vivent et habitent à l'extérieur de Marseille. Aujourd'hui, ils sont logés dans le Daniel Casanova. Moi, j'ai pas de sujet. Or, le Daniel Casanova, là où il est, avec ses générateurs qui tournent, ce sont des générateurs au fioul, qui tournent 24 heures sur 24 pour pouvoir alimenter en électricité le Daniel Casanova, est à cet endroit-là insupportable. Il est en centre-ville. Il faut, bien évidemment, avec le port et avec les collectivités territoriales, trouver d'autres lieux où le Daniel Casanova puisse stationner. Et puis, si ce n'est pas possible, et c'est aussi ce que j'ai proposé au directeur général de la Corsica Linea, c'est qu'on a cette espèce d'hôtel flottant qui est magnifique, qui est le Daniel Casanova, qui est à 95% vide. Il y a des milliers de places en chambre qui sont aujourd'hui vides. Or, on sait qu'on a des milliers de personnes qui vivent dans une véritable difficulté, qui sont dans une situation sociale absolument inacceptable. Et ce serait un choix de santé publique, de salubrité publique. Ce serait un très beau geste de la part de la Corsica si elle mettait à la disposition des autorités sanitaires, des collectivités territoriales, le bateau pendant quelques semaines, le temps que l'épidémie retombe, le temps qu'on se déconfine. Ce serait vraiment tout à leur honneur. On verra s'ils le font, c'est ce que je lui ai proposé. Soledad Dorian, nous sommes très circonspects sur le fait d'avoir des masques et des tests à compter du 11 mai. Personnellement, j'ai une autre question. Quid de la déconstruction sans délai des immeubles du 69 et du 71 en face de chez moi? J'habite au 70 rue d'Aubagne et tout ceci, en sus du confinement, m'angoisse beaucoup. J'aimerais bien que vous posiez cette question à la cellule de crise et à notre chère maire. Moi aussi, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité à nous déconfiner, sur la capacité à avoir des masques et à avoir fait des tests à compter du 11 mai. Encore une fois, quand on a posé la question aujourd'hui au ministre de l'Éducation nationale pour lui demander si les professeurs seraient testés et s'ils auraient des masques, il a botté en touche, ce qui est extrêmement inquiétant, bien évidemment, vous le comprenez, que le ministre de l'Éducation nationale ne soit pas capable de nous dire aujourd'hui, à quelques heures des annonces du président de la République nous expliquant que les écoles seront petit à petit réouvertes, puisqu'on va donc commencer par les écoles pour reprendre le chemin de la vie classique. Pourquoi pas, je veux pas... on peut en débattre, mais c'est pas l'objet. Moi aussi, j'ai beaucoup de doutes. Pour le 69 et pour le 71, vous le savez, le procureur de la République a écrit à la mairie pour lui expliquer que les experts considéraient que les immeubles présentaient un danger
immédiat. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que la mairie est au courant. Elle avait elle-même mandaté des experts. Des experts lui avaient dit et lui ont dit que le 69 et le 71 étaient particulièrement instables. Aujourd'hui, c'est la justice, c'est le procureur général qui dit au maire qu'on ne pourra pas rester en l'état. Je comprends que le maire s'inquiète, il serait temps. Ça fait bien évidemment des mois que les habitants, que les collectifs, que des associations, que des professionnels, que des experts, que des journalistes qui ont enquêté autour de ces questions-là disent au maire que ces immeubles représentent un danger. Je vous comprends, dans cette période de déconfinement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il semblerait, et je poserai la question demain, qu'il soit complètement exclu que des personnes soient délogées afin qu'on puisse entamer la déconstruction de ces immeubles. Après, le principe de précaution, il doit s'appliquer. Quand on habite juste à côté de deux immeubles dont la justice dit qu'ils vont s'effondrer, il faut l'appliquer. C'est-à-dire qu'en faisant de l'information, en prenant toutes les garanties, en regardant ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, en venant vous rencontrer, en vous expliquant ce qu'ils vont faire, en le faisant de manière la plus transparente possible, parce que les gens, notamment les gens de la rue d'Aubagne, sont, comme nous sur la question du Covid, sont depuis novembre 2018 laissés à l'abandon. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des associations et qu'il y a des collectifs, parce que c'est quand même pas l'État et que les collectivités territoriales qui viennent les voir. Donc moi je considère que sur cette question-là, la mairie a pris devant moi, puisque c'est une question que je lui ai posée, puisque un certain nombre d'entre vous, et notamment des habitants en face du 69 et du 71 m'avaient posé la question, est-ce qu'on va être délogé? Est-ce que la destruction, est-ce que la déconstruction du 69 et du 71 va être à ce point dangereuse qu'elle va nécessiter qu'on nous déloge? La réponse de la ville, c'est non. Mais encore une fois, je suis extrêmement méfiant. Je reposerai la question. Est-ce qu'il va y avoir des délogés? Et comment, surtout, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez procéder? Qu'est-ce que vous allez raconter à ces habitants-là? Mais encore une fois, on ne prend pas de risque. On a trop laissé aller. Ça faisait des mois et des mois qu'on nous expliquait et que la ville, enfin qu'on nous expliquait, qu'on leur expliquait, puisque la ville recevait des rapports d'expertise, leur expliquant qu'à la rue d'Aubagne, il y a des immeubles qui présentaient un danger de destruction, d'écroulement. Ils n'en ont pas tenu compte. Aujourd'hui, la justice leur dit ces immeubles vont s'écrouler. Et donc moi, je leur demande de faire le nécessaire le plus vite possible. On ne va pas jouer, encore une fois, avec la vie des gens. J'ai une question de Priscille Rosina. Et pour le périscolaire, retour le 11 mai aussi, aucune info à l'échelle nationale à ce jour. Pour le périscolaire, on a des informations qui ne sont pas stables et qui ne sont pas très claires. J'ai demandé au maire la réouverture du périscolaire, c'est ce que je lui ai écrit, c'est ce que je lui redemanderai. Je ne sais pas s'il est en capacité d'entendre ce que je vais lui dire, je ne sais pas s'il est en capacité de le faire. Je sais juste que nous, Ville de Marseille, on a la possibilité de le faire, c'est une question de volonté politique. Il y a des centaines d'agents de la Ville de Marseille qui nous disent et qui nous font remonter on veut reprendre le travail, on veut être utile. Vous savez qu'au moment où je vous parle, le maire de Marseille n'a toujours pas rencontré les organisations syndicales, c'est-à-dire les représentants du personnel. On a des milliers de collaborateurs, on a 12 000 collaborateurs. Et aujourd'hui, les représentants de ces 12 000 collaborateurs n'ont toujours pas été concertés. C'est-à-dire qu'on a des gens dans tous les services qui disent « moi j'ai envie de reprendre ». Bon ben voilà, je travaille dans les musées, je comprends qu'on ne réouvre pas les musées, mais j'ai envie de servir à autre chose. Je peux faire de l'accueil, je peux faire où j'ai telle ou telle compétence, ou voilà ce que je me propose de faire. Je peux le faire le matin, je peux le faire toute la journée, je peux le faire le week-end. Ça, c'est tous les jours. Moi, je vois qu'on est dans une incapacité totale à coordonner tout ça. Et donc, sur le périscolaire, comme sur d'autres points, on a demandé au maire de Marseille de réouvrir tout ça, de le réenclencher. Je ne sais pas s'il va le faire. C'est une question qui m'a été posée la semaine dernière. C'est une question que je lui ai posée par écrit. Je vous dirai jeudi. Si vous en êtes d'accord, on se verra jeudi ou vendredi et je vous raconterai exactement où on en est. Il y a une question d'Anita Linskog. Un collectif de citoyens appelés d'avocats pourrait demander par référé la réouverture de la cuisine centrale. Oui, je ne suis pas avocat. J'ai vu qu'il y a des avocats qui nous suivent. Ils peuvent
probablement répondre à notre question. On peut aller devant les référés parce que l'urgence peut être invoquée, bien évidemment. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des milliers de personnes qui, jusqu'à présent, bénéficiaient de ce service public, qui aujourd'hui n'en bénéficient plus. Et donc, en effet, on peut tout à fait considérer que l'urgence peut être plaidée. Ça fait d'ailleurs maintenant des semaines qu'on propose au maire de Marseille, qu'on demande au maire de Marseille de réouvrir cette cuisine centrale. C'est pas une lubie. Encore une fois, c'est pas une accroche politique. C'est juste de pouvoir permettre à des gens qui en ont vraiment besoin de pouvoir se nourrir avec simplement de la dignité. Tony Aguilar, peut-on avoir des masques comme à Nice? Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. Il est temps que cette ville, deuxième ville de France, fabrique son stock stratégique. On a besoin d'un stock de plusieurs millions de masques. Aujourd'hui, ça fait 5 jours que la cellule de crise est passée. On a pris une décision, et je regrette qu'on n'en ait pris qu'une de manière forte et stable, c'est la création de ce stock stratégique. Je n'ai pas eu un retour. J'ai écrit hier au maire pour lui demander à ce qu'on se voit jeudi. Je n'ai pas eu un retour. Depuis jeudi, on a vu. Jeudi dernier, j'ai vu le maire de Marseille, la présidente de la métropole, présidente du département. J'ai vu les présidents de groupe. J'ai vu le directeur de la PHM, le président de la commission médicale. Depuis plus rien. Voilà. Donc, on a un vrai sujet. Un test à domicile pour éviter les regroupements est-il prévu? Non. Pour l'instant, c'est bien évidemment trop compliqué. Je pense qu'on peut aller acheter des produits vaisselle ou des pommes de terre en faisant attention à ce qu'on fait. On peut aller tester en faisant attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas rêver. On peut pas, Tony, on peut pas aller tester les gens chez eux un par un. Ça n'existe pas. On n'arrive même pas à tester les gens en leur faisant faire la queue en toute sécurité. Et il faut regarder ce qu'on peut faire. Marc Burla, que les écoles ouvrent ou non, pourquoi ne pourrait-on pas profiter de grands groupes scolaires comme centre de dépistage, par exemple les mercredis et samedis? Ce sont des bâtiments publics de proximité. Moi, je suis favorable à ouvrir mon école pour cela. Je crois, Marc, que vous êtes directeur d'école. Oui, bien évidemment, ça peut, mais il faut aussi en parler avec l'éducation nationale. Mais on a les écoles, comme on a d'autres bâtiments. C'est ce qu'on réclame depuis plusieurs semaines. L'ouverture de bâtiments publics permettant aux gens d'aller se faire tester, d'aller se faire dépister. On ne sortira pas, on ne se fera pas déconfiner sans être testé. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb absolument incroyable. On sous-tend que, bien évidemment, pour pouvoir se déconfiner, il faudra peut-être avoir des masques. Or, on sait qu'il faut des masques. On nous dit qu'il faudra peut-être tester de manière plus importante la population. Or, il faut être testé. Et donc, on ne sera pas déconfiné sans les masques et sans les tests. Et aujourd'hui, on ne peut pas tester une ville de 900 000 habitants à l'IHU et dans quelques laboratoires privés. Il nous faut donc des centres de dépistage. Je me demande ce qu'attendent les autorités pour faire des centres de dépistage. Je me demande ce qu'attendent les autorités pour faire des stocks stratégiques. Donc, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais jeudi encore faire quelques propositions. Je vais participer encore une fois à la cellule de crise parce que je veux être informé et je veux vous informer de ce qui se passe, mais je ne serai pas un alibi. Si ça continue et si cette semaine les décisions ne sont pas prises et si mardi je ne suis pas, c'est-à-dire dans une semaine, je ne suis pas informé d'avancée, je sortirai bien évidemment de cette commission. Je rendrai public les courriers que j'ai faits au maire de Marseille. Et à ce moment-là, je me retrouverai dans une situation où je demanderai publiquement des comptes à celles et ceux qui aujourd'hui nous dirigent et nous gouvernent. Je ne peux pas accepter cette espèce de silence, cette espèce de latence. Ça ne peut pas durer. Béatrice Léna, il y a des hôtels qui peuvent être réquisitionnés. Oui, bien évidemment, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi, j'ai pas envie de dire aux hôteliers, on va vous réquisitionner. Il y a des hôteliers qui se proposent aujourd'hui de mettre à disposition leurs hôtels. Mais on ne leur répond pas. On n'a pas réussi à ouvrir une cellule de crise qui soit suffisamment pertinente pour être capable de répondre à un hôtelier qui nous dit « je veux mettre mon hôtel
au service des plus fragiles, je veux mettre mon hôtel au service des soignants, je veux mettre mon hôtel au service des pompiers. Ça existe. Et donc, avant de les réquisitionner, il suffirait de rencontrer celles et ceux qui veulent mettre à disposition leur hôtel pour commencer déjà à faire un travail stabilisé et un travail intéressant. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas les places d'hôtel qui manquent, c'est la coordination. Il y a des hôteliers qui sont les bras ballants, on le voit, on a certains journalistes qui font leur travail, qui vont voir ces hôteliers, qui expliquent que les hôteliers demandent à être mis à contribution. Il y a des gens qui ont envie de participer à l'effort national, à l'effort public, à l'effort municipal. Ils sont dans la nature. Encore une fois, parce qu'on a une cellule de crise et on ne sait pas à quoi elle sert. Mais vous verrez, je publierai bien évidemment tout ce que j'ai écrit. On a aussi fait des propositions de méthodologie parce que moi j'entre dans cette réunion les mains dans les poches. Alors on dit alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'ordre du jour, on ne sait pas de quoi on parle, il n'y a pas de méthodologie. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, après je reprendrai vos questions, je vous disais tout à l'heure qu'on avait la question sanitaire et 3 autres piliers. Question sanitaire, question sociale, question éducative et question économique. On a autour de la question sociale aujourd'hui de très grandes associations, de très grands collectifs, des bénévoles qui au quotidien travaillent, qui sont en relation avec la préfecture, qui elle a fait une cellule de crise. Vous imaginez que la ville de Marseille n'a toujours pas auditionné celles et ceux qui au quotidien font vivre ce qui est en train de se passer, permettent à des Marseillaises et à des Marseillais d'être debout, de tenir debout. Vous imaginez que la ville de Marseille, qui de son côté n'a toujours pas organisé la distribution de repas, n'a pas pris à tâche ou n'a pas décidé d'auditionner celles et ceux qui chaque jour font ça? Pareil pour l'éducation, on a aujourd'hui des enseignants qui nous disent j'ai des petits qui sont dans la nature parce qu'il y a une rupture d'égalité numérique. Je voudrais qu'on mette à ma disposition des smartphones, des tablettes et des ordinateurs. Et donc, on ne les a toujours pas auditionnés. On sait qu'on va avoir une crise économique sans précédent, on va perdre des milliers d'emplois. On n'a toujours pas décidé d'auditionner la chambre de commerce, d'auditionner les syndicats de salariés, les syndicats patronaux. Personne. Mais enfin, il y a des gens qui ont des choses à dire. Il y a des gens qu'on a besoin d'écouter, qu'on a besoin d'entendre. On n'a pas la science infuse. D'ailleurs, à la ville de Marseille, je crois que la majorité, pas que, remarquez, mais enfin, je crois que les élus ont depuis un moment démontré qu'ils n'avaient pas la science infuse, loin de là. Bref. Sébastien Ebrey, l'application développée par Apple et Google Covid-19 ne va-t-elle pas livrer notre liberté en pâture? Je ne sais pas si c'est Apple et Google qui ont développé cette application. Je ne crois pas que ce soit Apple et Google, mais je peux me tromper. Moi aussi, j'ai énormément de réserves. On n'est pas dans une situation de guerre et nos libertés fondamentales et la démocratie ne doivent pas être sacrifiées. Et rien ne justifie aujourd'hui qu'on soit tracé, suivi. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir de la discipline, on a de la discipline collective. Je crois qu'on doit répondre à des règles qui sont des règles strictes, qui sont des règles sanitaires qui nous permettent justement de faire vivre notre collectivité, de ne pas mettre les autres en danger, de ne pas nous mettre nous-mêmes en danger. Pour autant, les libertés individuelles et l'idée que je me fais de la République en 2020, de ce pays en 2020, ne doit pas être remise en cause par un affaiblissement de nos droits. On a des devoirs, bien évidemment. Ces devoirs, on doit les respecter. On a des devoirs accrus, notamment dans une situation où on a des gens à risque, où on a des gens fragiles, où on est démunis face à un virus dont, je vous le rappelle, pour l'instant, on n'a pas l'antidote. Et donc, on est démunis. Et donc, on doit accepter, et on a accepté de restreindre nos libertés, être confinés à la maison. C'est une acceptation collective et je veux dire bravo à celles et ceux qui s'y tiennent de manière assez stricte. Je reparlerai des gens qui font du vélo et du jogging, mais je veux dire bravo à ceux qui s'y tiennent. On accepte d'avoir une part de nos libertés individuelles et collectives qui s'amenuisent. Et on l'a tous fait et on peut tous le comprendre. Par contre, il y a des lignes qu'on ne franchira pas et que moi, je ne franchirai pas. La démocratie, les élections, je n'accepterai pas qu'elles soient piétinées. Nos libertés fondamentales, je n'accepterai pas qu'elles soient piétinées. Je n'accepterai pas d'être suivi, tracé par mon smartphone pour savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé et qui j'ai rencontré. Ça ne marche pas.
Ça, c'est une société que je ne veux pas voir et je me battrai de toutes mes forces pour ne pas avoir à vivre ça, mais comme bien évidemment, j'en suis sûr, hein, une majorité de Français. Anita Lins, quid de la cyberattaque du site de la mairie? Elle est catastrophique cette cyberattaque, elle a mis par terre tous les serveurs. On essaie de la ville de Marseille essaie de redémarrer les serveurs, je vous l'ai dit. Le service informatique a fait un travail formidable, ils essaient de faire le maximum. C'est une attaque qui a éradiqué notre système informatique. Il n'en restait absolument plus rien. C'est un système informatique qui a mis des années et des années à être mis debout, qui n'était pas tout jeune, qui n'était pas très frais. C'est une attaque virale sans précédent qui est arrivée au plus mauvais moment. Aujourd'hui, la ville de Marseille essaie d'y faire face comme elle le peut. Moi, j'ai pas envie, bien évidemment, de remettre en cause les fonctionnaires qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, qui sont désemparés face à l'ampleur d'une telle attaque, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de travailler correctement. On a un service informatique, je vous l'ai dit et je vous le redis, avec des gens formidables, mais on a surtout un service informatique qui est en sous-effectif. On a un service informatique qui n'est pas doté d'outils qui leur permettent de répondre à une attaque de cette ampleur-là. On n'avait pas les pare-feux, on n'avait pas les logiciels qui nous permettent de lutter à une attaque aussi violente. Et d'ailleurs, on le voit, les collectivités qui, elles, avaient les services de sécurité, avaient les systèmes de sécurité qui lui ont permis de conserver quelques fondamentaux en termes de serveurs et en termes de qualité informatique, ont réussi à répondre beaucoup mieux que nous. Nous, c'est 100% du système informatique par terre. 100%. Pour que vous compreniez bien, on n'avait plus les téléphones le premier jour. Plus rien. Plus rien. Il y avait de l'électricité dans les bâtiments. C'est tout. Plus rien. Plus de téléphone, plus rien. Tout était pété. Donc, ils ont redémarré. Vous imaginez au moment où on a le Covid, ce que c'est que d'avoir la deuxième ville de France à l'aveugle. Voilà, on a subi une attaque où il y a eu une demande de rançon. Ils ont demandé 1 million d'euros à la ville de Marseille pour pouvoir nous restaurer, bien évidemment, les serveurs. La ville de Marseille n'a pas payé la rançon parce qu'on aurait été tenu. Vous imaginez bien qu'on aurait payé 1 million d'euros, 1 million de dollars, je ne sais plus. On aurait payé la rançon. Mais bien évidemment, les pirates informatiques auraient conservé la possibilité de réentrer dans le système et nous auraient de manière très fréquente tenus. Donc on a bien fait de ne pas payer. On essaie de se remettre debout. J'aurais bien évidemment aimé que l'État vienne nous aider sur cette question-là. Ils ne l'ont pas fait de manière absolument correcte. Mais bon, passons. On réglera quand on sera sorti de cette crise sanitaire toutes ces problématiques-là et on établira des responsabilités. J'ai une question de Charlie Poussel. Est-ce que les écoles et les rues seront dératisées en sortant 1 heure par jour? J'ai vu 3 fois des rats en 3 jours. Attention, danger sanitaire, bien évidemment. Il faudra désinfecter les écoles, dératiser les écoles pour le 11 mai. Il est évidemment hors de question que les petits retournent dans des écoles qui sont dans des états de délabrement absolument incroyables. Et puis surtout qui sont fermés maintenant depuis plusieurs semaines et qui vont nécessiter une dératisation, qui vont nécessiter une désinfection, pas qu'une dératisation. Hein. Il y a des écoles qui ont besoin d'être dératisées, d'autres, bien évidemment, heureusement pas. Hein. C'est pas les 450 écoles, les 470 écoles marseillaises qui ont besoin d'être dératisées. Par contre, elles vont avoir besoin d'être désinfectées, d'être fréquemment désinfectées. On verra dans quelles conditions on renvoie les petits à l'école. Certainement pas tous en même temps. Encore une fois, j'attends aussi, comme vous, de voir l'avis du conseil scientifique autour de cette question-là. Je veux le lire en toutes lettres. Je veux lire en toutes lettres le fait qu'on puisse renvoyer les enfants dans les écoles le 11 mai et dans quelles conditions on renvoie les enfants dans les écoles le 11 mai. Moi, je ne souhaite pas que les écoles soient des garderies afin qu'on puisse faire retourner les gens travailler. Les enfants, ce n'est pas une variable d'ajustement. Les professeurs, ce n'est pas des nounous qui gardent les petits pour qu'on puisse renvoyer les gens travailler. Donc je veux regarder exactement... non, Anne Pfister dit les rats dans les écoles, c'est pas une nouveauté. Dans le 3e surtout, Anne. C'est pas une nouveauté. Mais enfin maintenant, ils ont pu prospérer. Donc encore une fois, on a officiellement demandé ce matin de lire l'avis du conseil scientifique sur la question du retour dans les écoles le 11 mai. Amos... Échafaud à mouche me pose une question. Qu'est-il prévu psychologiquement pour les familles et surtout pour les enfants
qui subissent comme nous le confinement, mais qui peut-être ne sont pas véritablement conscients de ce qui se passe. Est-il prévu une cellule ou autre chose? Y a-t-il un numéro de téléphone que l'on peut appeler si on a besoin de parler? Certaines familles sont demandeuses, mais ça n'existe pas. Oui, vous savez qu'il existe aujourd'hui une cellule de soutien psychologique. Il y a des numéros verts avec des téléconsultations qui existent. Je vous mettrai dans les commentaires des numéros verts de téléconsultation, de cellules de soutien psychologique qui existent. Il y a des professionnels qui l'ont fait. Il y a des collectifs de psychologues, de médecins psychiatres, de psychanalystes qui se sont montés parce qu'ils ont tout de suite considéré qu'il y avait bien évidemment un danger psychologique, que ça créait des troubles psychologiques majeurs. Rappelons-nous de ce qui s'est passé à Marseille après le 5 novembre. On a eu besoin d'un soutien psychologique, bien évidemment, pour les délogés, pour les victimes, pour les familles des victimes. Bien là, c'est pareil, dans une échelle complètement différente. Et des collectifs se sont montés. On a demandé aussi au ministère de la Santé, aux AP, aux ARS, de mettre en place des numéros verts. Certains l'ont fait. J'en mettrai le plus possible, mais ça existe en effet. Vous avez raison de le souligner. Il y a des petits qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. Il y a des petits, il y a aussi des parents qui sont dans l'incapacité d'expliquer tout ça. Il y a des parents qui prennent ce confinement de manière extrêmement violente. Vous savez qu'il y a des milliers de nos concitoyens qui ne savent pas s'ils récupéreront leurs emplois, qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver à la sortie. Il y a des gens qui sont des commerçants, qui sont des artisans, qui ne savent pas ce qui va se passer pour eux. Je pense à celles et ceux qui ont un nouveau commerce, par exemple. J'ai un ami qui est restaurateur, qui a ouvert son restaurant 15 jours avant le confinement. Je vous laisse imaginer, une semaine avant le confinement. Il est perdu. Il est en détresse totale, évidemment. Ses salariés n'ont pas pu commencer. Ils sont tous perdus. Ils ne savent pas du tout comment ça va reprendre. Eux, bien évidemment, dans une situation où ils seront appelés les uns et les autres à récupérer ou à reprendre une activité beaucoup plus tardive. Et puis pour les entreprises qui vont reprendre, qui pourront reprendre à partir du déconfinement, on ne sait pas dans quelles conditions. Des millions d'entre nous sont en chômage partiel, sont en chômage technique. On va devoir affronter une crise sociale et une crise économique d'une ampleur sans précédent. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on soit dans un état de psychologique particulièrement fragile. Et donc, vous avez raison, Amos, cette question, elle n'est pas subsidiaire, elle n'est pas annexe, elle est essentielle. On a besoin, les uns les autres, d'accompagnement psychologique. On a une question de Julien Asselin, un espoir de marché ouvert avec les producteurs locaux. Vous avez vu, Julien, que le ministre de l'Agriculture a appelé les préfets et les maires à réouvrir les marchés. J'ai un copain à Saint-Vallier, qui est maire de Saint-Vallier, qui s'appelle Pierre Jouvet, qui a bataillé pour réouvrir son marché, et notamment pour que les producteurs locaux puissent réouvrir. On a une filière qui a besoin d'être soutenue, une filière bio, mais pas que. En tout cas, des circuits courts qui ont besoin d'être soutenus. Il n'y a pas de raison que la grande distribution puisse ouvrir dans des conditions sanitaires strictes, mais que nos producteurs locaux n'aient pas accès à des marchés. Et donc, en effet, on a demandé au préfet, je vais demander au maire de Marseille, c'est l'objet du courrier aussi que je lui ai fait lundi, c'est la 12e proposition que je lui fais. J'ai demandé au maire de Marseille de réouvrir les marchés paysans, les marchés bio, les AMAP, dans des conditions sanitaires strictes. Mais aujourd'hui, on a des petits producteurs qui sont noyés, qui sont pendus par une situation catastrophique. Et on a des gens qui demandent que ça, pouvoir encore une fois avoir accès à leurs petits producteurs. Donc il faut bien évidemment réouvrir, vous avez parfaitement raison. Aliou, bonjour Benoît, il faudrait un renforcement des contrôles dans mon quartier Belle de Mai, il y a un manque notoire de suivi des consignes, encore un laisser-aller de notre quartier. Aliou, tu connais ton quartier aussi bien que moi, mieux que moi. C'est un quartier où les conditions de vie sont extrêmement difficiles et où les réponses des pouvoirs publics sont indignes et sont en dessous de ce qu'on devrait attendre des réponses des pouvoirs publics. Et donc, pour certaines personnes qui sont dans des logements indignes, c'est absolument insupportable de vivre dans un logement où on est entassé et où les conditions de vie ne sont pas acceptables, où pour la plupart d'entre eux, on vit avec des punaises de lit. Et donc, on n'a pas d'autre solution que de sortir pour survivre, de se mettre en bas de la maison, de se mettre sur la place, de se mettre dans des lieux publics. Je suis d'accord avec toi. On a besoin d'expliquer des consignes de sécurité. On n'a pas à Lyon
de lieux de répit. Je vous disais jeudi soir que le maire avait réouvert 2 gymnases pour que des personnes puissent avoir accès à des douches, puissent avoir accès à des sanitaires, puissent avoir accès à des produits de première nécessité. Au moment où je vous parle, il y en a un qui a mis 1 semaine à ouvrir. On est dans la 2e ville de France. Il y a 17 robinets ouverts. Alors on appelle ça pompeusement, parce que ça fait chic, des points d'eau. On a ouvert des points d'eau. Non, en fait, on a ouvert 17 robinets. Mais on est 900 000 habitants. 17 points d'eau. Mais ça fait des mois et des années qu'on sait que l'accès à l'eau pose un problème. Et donc, enfin, on voit bien que l'espace public n'est pas pensé, n'est pas organisé, et que ces gens, on leur demande de rester chez eux, mais qu'à aucun moment on a expliqué comment, pourquoi. Et pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de lieu de répit à partir du moment où ils sortent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans la rue. Donc évidemment, il y a des consignes. Moi, j'en veux plus à ceux qui font du jogging, à ceux qui se promènent, à ceux qui se promènent, qui font de la poussette, qui sortent à plusieurs kilomètres de chez eux, qui ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, qu'à ceux qui ne peuvent pas rester chez eux. Les températures vont augmenter. J'espère qu'on sera sorti, bien évidemment, pour le mois de mai. Si le confinement devait se passer, vous imaginez ce que c'est un confinement avec la canicule? Vous imaginez ce que c'est de rester enfermé? Donc on a besoin de réorganiser pour ça, tout ça. Tu as raison. Moi, je tiens à ce que les consignes de sécurité soient strictes. Tous les jours, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, je me mets 5 minutes à la fenêtre et je vois des gens passer, cracher par terre en faisant leur jogging. Ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou. Vous savez, je ne suis pas du tout un adepte de la répression, mais j'aimerais pouvoir leur dire, mais putain, mais c'est interdit de cracher par terre. Arrêtez de faire votre jogging à 3h de l'après-midi, à 11h de... J'en ai jamais vu autant. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin de sortir, qui aient besoin de faire leur jogging, mais enfin, il y a d'autres... Je pense qu'il y a d'autres nécessités, quoi, que ces gens arrêtent de cracher par terre. Bon, enfin bon, allez. Donc oui, en effet, pour cela, moi, je suis intraitable. Pour les gens pour qui c'est compliqué de rester chez eux, les fautes sont partagées. Giovanni Carboni, pardon pour l'accent. Les maires de secteur complètement absents sur cette crise. C'est insupportable que depuis la campagne finie timorée sur la crise. J'ai dit que je laissais au placard ma casquette politique. J'ai pas envie de faire de polémique. Giovanni, vous avez raison. Je vais pas aller plus loin. J'aurais aimé avoir des maires de secteur un peu plus proactifs. Je sais qu'ils se réuniront demain avec le maire de Marseille, 31 jours après le début du confinement. Pour certains d'entre eux, ils avaient demandé, bien évidemment, ces réunions depuis un moment. Je ne vais pas faire de polémique. Moi, je veux juste que ça avance. C'est très tardif. Ça me gonfle de devoir attendre 31 jours pour commencer à avancer. Ça me gonfle, ça me fatigue. Excusez-moi si j'emploie ces termes, mais étant confiné, moi aussi, des fois, je suis un peu à cran. Ça me fatigue de devoir regarder des collectivités travailler, imaginer, se mettre en commun. Enfin, on devrait faire des réunions tous les jours, en fait, avec les services, avec les associations, avec l'État, avec les différentes collectivités, avec les maires de secteur, avec vous. Je devrais vous rendre compte au quotidien de ce que font les élus. Être élu, c'est au quotidien. Eh ben non. Il n'y a pas ça. Voilà. Je regrette que ce territoire soit latent, que ce territoire ait cette espèce de résilience institutionnelle. Donc, on reviendra autour de tout ça. Si j'avais été maire de secteur, bon, bref, on en parlera quand on sera sorti de tout ça. Vera, peux-tu nous faire savoir tout ce que tu vas demander à Gaudin? Et ensuite, Loïc me dit 11 toilettes publiques doivent être ouvertes, demande du préfet. Où en est-on? Absolument, Loïc. Je réponds à ces 2 questions et puis je vais devoir aller en réunion politique, puisque je vais aller au bureau national de ma formation politique pour raconter un peu ce qui se passe à Marseille et pour regarder un peu ce qui se passe dans le pays et pour regarder les questions qu'on va poser aussi au gouvernement, les questions qu'on posera notamment sur le déconfinement. Donc Vera, je vais vous les lire assez rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour certaines d'entre elles, je vous les ai déjà données, mais je vais le faire assez rapidement. J'ai beaucoup d'autres questions que je vais poser. Là, c'est ce que j'ai écrit au maire et j'exige des réponses sur les propositions que je vais vous lire maintenant. La première proposition, c'est améliorer l'information des citoyens. C'est la création d'un site internet. Je vous en ai parlé.
La proposition numéro 2, c'est améliorer la propreté de la ville. La ville, elle est pourrie. Il y a des rats qui sont gros comme des chats. C'est pas acceptable. Je veux des réponses et je veux que ça fonctionne. La proposition numéro 3, c'est ouvrir la cuisine centrale, la cantine centrale, pour pouvoir fournir des repas aux plus précaires, pour pouvoir fournir et fabriquer 5000 repas par jour. La proposition numéro 4, c'est accueillir des enfants des personnels indispensables, c'est-à-dire ouvrir les écoles d'ici le 11 mai, et on verra comment est-ce qu'on déconfine, à toutes les personnes qui ne peuvent pas garder les petits et qui sont obligées d'aller travailler. La proposition numéro 5, c'est mieux réguler les fréquences des transports en commun. Vous le savez, quand on sort dans la rue et qu'on attend un bus parce qu'on est obligé d'aller travailler ou parce qu'on est obligé d'aller chez un médecin ou pour un rendez-vous médical, des fois on peut attendre jusqu'à une demi-heure un bus. On ne sait pas à quel moment va passer le bus. Là encore une fois, on a besoin de réponses. La proposition numéro 6, c'est la mise à disposition de solutions d'hébergement pour les sans-abri, les résidents de logements indignes, les personnes en difficulté familiale et les personnes qui sont atteintes du Covid, ou pour les soignants, vous le savez, c'est les 100 000 Marseillais qui vivent dans des situations compliquées. Ça va bien évidemment des bateaux de la Corsica Linea jusqu'aux hôtels, jusque bien évidemment aux hébergements d'urgence qu'on a à mettre en place. J'ai fait toute une liste, j'ai fait un certain nombre de propositions dans ma proposition numéro 6, mais je vous ferai passer bien évidemment toutes ces propositions. La proposition numéro 7, c'est veiller sur les plus vulnérables, vous le savez. On a là aussi des personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD. On en a déjà parlé la semaine dernière. Il y a des dizaines de milliers de vieux qui sont chez eux, de personnes âgées qui sont chez elles, qui sont en solo, qui sont non pas abandonnées, mais qui n'ont pas accès à leur famille, à leurs amis. On ne peut pas les laisser comme ça. Ce sont des personnes aussi qui sont en situation de handicap. Pour certaines d'entre elles, on ne peut pas laisser les vieux seuls, sans assistance. Bien évidemment, on nous dit que le CCAS fait 150 repas de plus par jour. C'est très bien, mais c'est bien évidemment très loin d'être suffisant. La proposition numéro 8, c'est l'achat immédiat de visières de protection. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Les visières de protection, ce sont en fait des masques réutilisables, c'est les visières en plastique. On a sur le territoire des entreprises formidables qui sont capables de nous livrer en une semaine près de 80 000 visières. Elles sont aux normes sanitaires et elles sont réutilisables. Là pareil, j'ai fait la proposition, on verra ce qu'il en est. Je vous les montrerai la semaine prochaine. Je pense que dès jeudi, je vous en montrerai une. La personne qui a cette imprimerie m'a fait la proposition de m'en envoyer une pour que je puisse la montrer à la commission. Je vais la montrer à la commission jeudi matin si la commission a lieu. Et je vous la montrerai à vous, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vous expliquerai comment elles sont fabriquées. Elles sont fabriquées sur le territoire, que vous sachiez. Il y a des maires, encore une fois, je vais encore reprendre l'exemple de Saint-Vallier. Il y a des maires, il y a des communes, il y a des collectivités territoriales qui ont commandé sur notre territoire ces visières. Mais nous, bien évidemment, la mairie de Marseille, ça ne les intéresse pas. La proposition numéro 9, c'est la mise en place d'une société d'économie mixte pour les achats de crise. Je vous avais dit que je voulais un fonds de solidarité où on mette plusieurs millions d'euros, où on puisse acheter des couches, du lait, des produits de première nécessité. Il y a des gens qui manquent de tout. On est encore dans la crise la plus absolue. Et ces gens-là sont dans la nature. On attend qu'Emmaüs, on attend que la Fondation Abbé Pierre, on attend que l'ADAP, on attend qu'un certain nombre d'associations qui font un travail formidable le fassent à la place des collectivités territoriales, le fassent à la place de l'État. J'accepte pas ça. Donc il faut, au regard de ce qui se fait, créer une SEM, créer une centrale d'achat et pouvoir le faire. Proposition numéro 10, c'est ce dont je vous parlais, c'est coordonner au niveau de la ville le matériel sanitaire, la cellule stratégie. Proposition numéro 11, elles sont toutes développées, les propositions, mais je vais au plus rapide. Proposition numéro 11, c'est devenir le premier territoire de tests sérologiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un gadget, c'est essentiel. Si on est territoire pilote, si on est les plus rapides sur les tests sérologiques, on sera les plus rapides à l'extérieur. On est testé, on est dehors. On a les masques, on est dehors. On est dehors, on est déconfiné, on reprend une activité. Putain, mais c'est stratégique. C'est essentiel quand on gouverne un territoire d'avoir ça en tête, de n'avoir que ça en tête. Est-ce qu'on va être déconfiné plus rapidement que les autres, ou en tout cas, est-ce qu'on va être déconfiné dans de bonnes conditions, les tests sérologiques. Proposition numéro 12, je vous en parlais, c'est aider nos marchés, réouvrir nos petits producteurs, la filière paysanne, réouvrir le plus vite possible les circuits courts, les AMAP. La proposition numéro 13, c'est préparer le déconfinement, gérer les cas d'après le déconfinement, encore une fois, en parallèle de ce qu'on fait. On a besoin
de fabriquer le déconfinement. Et la proposition 14, c'est la mise en place d'une cellule post-déconfinement. On a besoin de réfléchir à faire de la prospective. Qu'est-ce qui va se passer à la sortie bonjour Alex. Qu'est-ce qui va se passer à la sortie du déconfinement? Comment est-ce qu'on se déconfine? Comment est-ce qu'on prévoit tout ça? On a absolument besoin d'anticiper tout ça. C'est absolument pas fait. On est vraiment à la traîne. Voilà. Je vais répondre à Loïc sur la question des toilettes publiques. C'est un scandale absolu. On est un territoire qui est 3 fois plus grand, quasiment 3 fois plus grand que Paris en termes de superficie. 3 fois plus grand que Paris. On a 23 toilettes publiques à Marseille, Paris 189. Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? 23 toilettes publiques, Paris 189. Ça fait des années, bien avant qu'on ait la crise, qu'on a expliqué que pour des raisons sanitaires, c'était inenvisageable, au regard d'ailleurs de l'afflux de touristes et de personnes en situation de vulnérabilité, mais de manière absolument classique. N'importe qui, sur l'espace public, peut avoir besoin d'aller aux toilettes. 23 toilettes, toutes fermées pendant la crise. À Paris, les 189 toilettes publiques ouvertes. À Marseille, fermées. Il a fallu attendre que ce soit le préfet de région qui réquisitionne sur les 23 toilettes, 11 toilettes. Aujourd'hui, il y en a encore 12 fermées. Donc demain, on va bien évidemment demander à ce que ces 12 toilettes publiques soient ouvertes, mais ça ne suffit pas. Il faut ouvrir les écoles, ouvrir les gymnases, permettre aux gens qui sont en situation tendue de difficulté de pouvoir avoir accès à des toilettes publiques. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais remercier les 150 personnes qui étaient en direct, qui étaient là en direct. On se revoit très certainement jeudi. On verra si c'est pas trop. Si vous êtes friand d'informations, vous savez que les gens disent on veut de l'information, on veut de l'information. Mais après, on oublie ou on n'est pas trop intéressé. Je peux comprendre ça. En tout cas, pour ma part, je vous donnerai rendez-vous de manière régulière après la réunion de crise. C'est jeudi, peut-être à 18h, ce sera plus facile. Je vais aller au bureau national de ma formation politique. Ensuite, on aura une réunion avec les têtes de liste. Voilà pour ce qu'on va faire ce soir. Demain, je me renseignerai sur la réunion qui aura lieu avec les maires de secteur. Et jeudi, je reviens vers vous. Je vous dis ce qu'il en est du courrier que j'ai fait au maire. Je vous dis ce qu'il en a été de la réunion. Je vous dis quelles avancées on a eues, quelles avancées on n'a pas eues. Voilà, on lâche rien, Bernard, tu as raison. On ne lâche rien. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas. Je vous ai dit que je vous ferai part de certaines de mes propositions par écrit. Je vous ai dit que je mettrai le numéro vert des cellules psychologiques. C'est super important. Si vous avez autour de vous des personnes en situation de fragilité, des personnes qui en ce moment ne savent pas très bien où elles en sont pas bien, n'hésitez pas à leur faire passer ces numéros verts. C'est une aide qui est précieuse, c'est une aide qui est importante. N'oublions pas, on respecte les consignes sanitaires, on respecte la distanciation sociale, on prend soin les uns des autres, on pense les uns aux autres, on s'appelle, on prend de ses nouvelles, on se tient informé, on prend soin de nous, on lâche rien. Et c'est comme ça qu'on se tiendra debout. Encore une fois, je voudrais remercier les milliers de femmes et d'hommes qui au quotidien travaillent dans mon secteur, dans les 2e et 3e arrondissements, mais ailleurs, dans tous les arrondissements, pas qu'à Marseille, de partout, à ces bénévoles, à ces associations, à ces simples citoyens qui prennent des nouvelles ou qui donnent de leur temps, qui donnent de l'argent, qui donnent des denrées, qui vont au supermarché, qui achètent des produits de première nécessité pour les autres. Vous êtes notre fierté, vous êtes notre honneur, vous êtes Marseille. Voilà, je voulais simplement vous dire merci, vous embrasser et vous dire merci à jeudi. À jeudi, à très bientôt. Et quand on voit à quel point vous êtes tous là, on se demande on se dit en tout cas que ça sert à quelque chose de se battre et que ça fait plaisir. Vous donnez de la force, en tout cas, vous me donnez beaucoup de force, vous nous donnez énormément de force. Voilà, je voulais vraiment vous dire du fond du cœur merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous êtes. À jeudi, merci.